Bonjour, bienvenue sur l'AGFI TV. Nous sommes aux journées de l'Association française des trésoriers d'entreprise, l'AFTE. Avec nous, Jean-Louis Beffa. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes président d'honneur de Saint-Gobain. Vous êtes également le fondateur avec le Nobel Robert Solow de l'Institut Cournot, un institut de recherche. Et vous avez participé, vous avez tenu la parole, vous avez pris la parole sur la question de l'émergence du numérique dans le monde des entreprises. Et l'un de vos constats les plus percutants est que l'Europe serait devenue une zone commerciale d'occupation ou une zone occupée sur le plan commercial dans le cadre numérique. Que voulez-vous dire exactement ? Oui, ce que je veux essentiellement dire, c'est que quand on voit les grandes entreprises issues de la révolution digitale, celles dont on connaît tous les noms du point de vue des États-Unis. Les fameuses GAFA. Voilà, les GAFA, Google, Amazon. Google, Amazon, Facebook et Apple. Et en plus, on ne cite pas autant les entreprises chinoises qui ont pourtant une taille presque aujourd'hui aussi grande et même plus grande, Alibaba, WeChat, etc. Eh bien, il y a donc des grands groupes chinois, des grands groupes américains, mais il n'y a aucun groupe européen. Et donc l'Europe apparaît comme une zone commerciale pour ces grands groupes sans avoir su générer elle-même des sociétés de cette dimension et dans ce cadre-là. Et alors dans ce désert de grands groupes numériques, évidemment la question qui vient c'est pourquoi ce désert ? Alors il y a bien sûr plusieurs raisons à ce désert. Il y a d'abord le fait que le terreau pour s'adapter rapidement à des technologies nouvelles et en particulier à tout ce qu'apporte l'Internet n'est pas une priorité autant en Europe qu'aux États-Unis. Deuxièmement, dès que certaines de nos entreprises commencent dans le domaine de start-up ayant réussi, ayant un bon modèle de développement à croître, eh bien, elles sont très très rapidement rachetées par des entreprises américaines. Enfin, un certain nombre d'entre elles, par nature même, étant donné qu'elles recherchent le marché le plus large, après avoir démarré en France, vont en fait s'implanter aux États-Unis, dans lequel, y compris pour l'ensemble de leurs collaborateurs, elles ont souvent un régime fiscal plus avantageux et donc un contexte plus favorable qu'en Europe. Alors, le régime fiscal, est-ce qu'en Europe, et c'est ce que vous sembliez dire durant votre intervention, est-ce qu'en Europe, le régime fiscal pose un problème ? Ou, je pense aussi au régime et à la politique de concurrence. Alors, en Europe, nous avons un certain nombre d'handicaps. Pour ma part, vis-à-vis cette fois de la réponse que peuvent apporter des grands groupes, les grands groupes n'ont pas, ne serait-ce par exemple pour citer que le domaine des télécoms, la dimension des grands groupes américains. Dans le domaine des télécoms, il y a un nombre très limité de grands groupes. En Europe, en face de 3, nous en avons 20. Et cela est directement dû à une très mauvaise, à mes yeux, politique de la direction de la concurrence de la Commission européenne et donc de la Commission européenne dans son ensemble qui s'inquiète d'abord et avant tout de la protection du consommateur ayant une vision extrêmement centrée sur l'Europe et même presque sur chaque pays au lieu de voir la dimension internationale. Nous allons finir bientôt, si nous continuons dans le même axe de la politique de la concurrence, eh bien, nous allons finir par avoir des consommateurs parfaitement protégés. Il n'y aura plus de producteurs européens, comme dans le cas du digital, mais ceci est en train d'atteindre aussi d'autres secteurs. Facteur aggravant que vous dénonciez également, c'est les trous fiscaux qui offrent des boulevards. Il y a aussi tout le problème des aides d'État. Jamais les grands groupes américains dont nous venons de parler ne seraient nés s'il n'y avait pas eu tous les travaux dans le domaine militaire. Et donc il y a une immense aide d'État en fait pour soutenir le système de la révolution digitale historique. Pour citer un autre pays, le Japon, là encore, le gouvernement japonais donne 4 milliards dans ces domaines de technologie et d'autres d'ailleurs aux entreprises en leur donnant toute la propriété industrielle. Eh bien, la Commission de Bruxelles, dès qu'il s'agit de 10 millions, elle s'émeut en disant c'est une aide d'État illicite.
Donc il faut complètement renverser cette politique, car jamais l'Europe, qui est en situation de rattrapage, ne sera capable de le faire sans un soutien public européen massif. Et il y a donc cette aide passive, si j'ose dire, des trous dans le maillage fiscal avec certaines zones en Europe qui permettent aux grands groupes de développer une activité sans payer les contributions fiscales. Voilà, ça c'est une grande caractéristique. L'Europe donne des chiffres d'affaires extraordinairement importants et des revenus tout à fait élevés en termes de bénéfices à des sociétés comme Google, comme Facebook, comme Amazon, et elles ne payent pratiquement pas d'impôts en Europe. Ceci est dû en particulier à l'acceptation par l'Europe, dans 2 pays bien connus, de régimes fiscaux tout à fait dérogatoires auxquels il faudrait mettre fin. Je pense aux régimes fiscaux du Luxembourg et de l'Irlande, qui sont en fait les bases juridiquement légales de l'action de ces grands groupes. Ou bien on renverse, comme certaines propositions sont faites, pour faire payer des impôts de toute façon, là où les entreprises font des bénéfices et du chiffre d'affaires. Alors dans ces conditions, est-ce que vous considérez que les startups qui fleurissent ici et là sont une menace pour les grands groupes ? Alors, bien entendu, chaque grand groupe doit se préoccuper dans son secteur d'activité de voir apparaître une start-up. Alors, sont particulièrement visés les secteurs dans lesquels on s'adresse à la multitude, parce que le système de la start-up, c'est une plateforme Internet qui s'adresse à une multitude de clients en répondant pour chacun à la spécificité de sa demande. C'est ça la grande caractéristique du modèle de la start-up. Or, là-dessus, elles peuvent faire une offre qui est une offre très intéressante par rapport aux grands groupes traditionnels. Par conséquent, que doivent faire les grands groupes ? D'abord, ils doivent être lucides sur les menaces qui les attendent et qui vont aller de façon croissante. Deuxièmement, il ne faut pas qu'une start-up ait tellement grossi en venant manger leur métier, comme par exemple B&B avec les groupes hôteliers. Il faut réagir vite et il faut faire des mutations très importantes dans l'entreprise qui ne sont pas faciles parce qu'il y a 3 difficultés. Il y a une première difficulté dans ce qui est une chose importante dans l'entreprise, c'est la solidarité. Pourquoi ? Parce que, indiscutablement, les gens qui sont plus jeunes dans l'entreprise doivent avoir un rôle accru par rapport à ceux qui sont plus âgés, car ils sont plus à même d'intégrer et de donner des idées pour la mise en œuvre de ces technologies. Donc, une tension sur la solidarité au sein de l'entreprise et l'inquiétude des plus âgés de ne pas savoir s'adapter ou pouvoir s'adapter à ces mutations. Deuxièmement, cela va souvent contre la culture également traditionnelle de l'entreprise. Et donc là encore, ça signifie une action particulière à cet égard. Donc je crois que le chef d'entreprise doit lui-même dans les grands groupes réfléchir par exemple à faire une puissante plateforme Internet, et peu de groupes l'ont à la dimension de ce qu'offrent les startups. Il doit agir vite avant qu'une startup lui ait pris une part trop importante de son marché. Il doit être très conscient qu'il y a une mutation considérable à faire au sein du grand groupe. Et de ce point de vue-là, donc ça fait une tension considérable sur le chef d'entreprise qui doit à la fois être extrêmement lucide, comprendre qu'il faut qu'il agisse vite et être capable, en l'expliquant, car je crois que tout le monde dans l'entreprise est prêt à muter, tout le monde sent l'urgence d'une réponse à cette révolution digitale, mais il faut beaucoup expliquer parce que les mutations dans l'entreprise vont devoir être extrêmement importantes pour les grands groupes. Alors parmi les grands groupes menacés, vous citiez notamment ceux des services, et particulièrement ceux des services aux consommateurs final. Oui, parce que la plateforme Internet est bien adaptée pour s'adresser à une multitude de clients existants ou potentiels. Et par conséquent, la banque, par exemple, la banque de détail me paraît être au premier rang des secteurs qui vont avoir à faire une mutation, et on le voit avec le développement au sein des banques des plateformes
Internet. Ce qui m'étonne un peu, c'est qu'aujourd'hui, un certain nombre de groupes le font avec un nom particulier, alors que je crois qu'il faut que ce soit le nom de la banque qui devienne le nom de la plateforme Une question stratégique. Internet. Mais bien sûr, il y aura moins d'agences, il y aura moins de choses. Ceci dit, les agences, sans doute, dans certains domaines, ne disparaîtront pas, parce qu'il y a un dialogue qui peut se faire autrement que par Internet, où les réponses sont quand même assez automatisées. Il y a un contact humain auquel le client est attentif. Il peut y avoir ensuite un suivi du dossier qui se fait plus facilement que quand on est face, si je puis m'exprimer ainsi, à un ordinateur. C'est typiquement, par exemple, la réponse que peut donner l'alliance maintenant Fnac-Darty face à Amazon en mettant en avant la qualité du service, qui est une référence pour le groupe que ces deux entreprises vont constituer. Donc le grand groupe doit développer ses avantages spécifiques. Je pense aussi, par exemple, que le petit commerce de quartier, qu'on dit parfois menacé, eh bien, sera moins vulnérable, peut-être, à une réponse Internet que la grande surface. Donc il va y avoir véritablement une mutation considérable dans beaucoup de secteurs. Chaque secteur aura ses problèmes particuliers, chaque groupe devra avoir sa réponse particulière. Simplement, les grandes leçons à tirer de l'évolution de la situation, c'est lucidité, urgence de l'action, profondeur de la mutation. Dernière question, Jean-Louis Beffa, avec le paysage industriel que vous décrivez, est-ce que l'Europe est prête à négocier et surtout à signer un traité commercial transatlantique Europe-États-Unis? Alors je vois pour ma part dans ce traité le risque de nous transformer davantage en une pure zone commerciale. Je pense que les avantages sont déséquilibrés. Je pense que les États-Unis ont beaucoup à gagner et l'Europe aujourd'hui ne me paraît pas avoir beaucoup à gagner. Je pense que ce traité, qui peut-être dans son principe intéressant, vient trop tôt. L'Europe et notamment la zone euro doit d'abord s'organiser, avoir ses propres normes, avoir sa propre dimension. Elle ne peut le faire qu'avec un soutien des États. Par conséquent, le rôle des États ne doit pas être complètement diminué et rendu secondaire, comme dans le traité transatlantique. Donc ce traité vient trop tôt entre des États-Unis superpuissants et une Europe dispersée, non unie et n'ayant pas fait encore les efforts de cohérence et de concentration nécessaires. Merci beaucoup Jean-Louis Beffa, merci de votre attention. À bientôt sur la GFI TV pour de nouvelles vidéos.